le balado Écologie et Société, c'est un espace de discussion libre et ouvert où j'invite des acteurs de la crise climatique et des enjeux sociaux, que ce soit des professionnels ou des porteurs de témoignages uniques, mais surtout, je crois que c'est des gens du quotidien qui sont surtout aussi très pertinents parce qu'ils vivent et font partie intégrante d'une réalité qu'on cherche à comprendre. Parce qu'au fond, on fait tous partie du même toit, de l'enveloppe environnementale actuelle. Alors, le balado Écologie et Société, ça commence maintenant. C'est parti! Donc, bienvenue au podcast Écologie Société. Si vous ne l'avez pas déjà fait, évidemment, suivez-nous sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer pour les collègues en France, puis Balado Québec, évidemment. Donc aujourd'hui, je reçois Frédéric Maillé. Je l'ai rencontré quand j'étais en train de faire une conférence, pas une conférence, mais c'était comme un atelier pour présenter c'est quoi l'OIQ. Puis elle faisait partie des kiosques, puis j'étais comme, vraiment cool. Puis elle m'avait aidé, en fait, c'était venu m'aider Oui, c'est à... ça. T'avais de la misère à monter ton kiosque, puis j'avais été là pour prendre la situation en main un petit peu. Ouais, c'est ça. T'étais comme, je pense que lui, il a besoin d'aide, puis je C'est trouvais sa ça... première fois, je pense. Ouais, c'est ça, exact. Fait que j'étais comme full. En tout cas, je trouvais le personnage vraiment invitant, puis tu sais, bienveillant, ouais. Exact. Puis t'étais avec le cégep. J'étais avec le cégep NTIC, oui, ça. c'est ça. Je travaille en communication pour le cégep NTIC. Donc, OK. ouais. Fait que c'est là que je l'ai rencontrée, puis elle m'avait dit qu'elle étudiait en études internationales, puis elle s'est proposée pour parler de réconciliation avec les Premières Nations. J'ai reçu justement Chris Wapashi récemment, puis t'as écouté l'épisode, puis Oui. je trouvais ça le fun là, que tu puisses bounce back là-dessus, parce qu'il m'avait bien, dit ouais. genre, j'en sais pas, j'ai pas vraiment d'études pour backer genre ce que je dis, puis tout, puis là, t'es tombé exactement à point, je trouvais ça vraiment le fun, fait que bienvenue Frédéric. Ben merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui, là. Genre, pour vrai, l'invitation me fait full plaisir. C'est-tu ton premier podcast? Oui, vraiment. Oh my God! Ouais, Ben, merci. c'est ça, merci pour l'invitation. Là. Puis justement, moi aussi, comme j'ai écouté le dernier épisode, puis tu sais, j'ai eu la chance, tu sais, je me proclame vraiment pas experte en la matière, mais effectivement, j'ai eu la chance d'être confrontée à comme différents types de littérature, puis à différents types de médias autochtones. Donc, je pense que la discussion va être très plaisante. Ben, je sors des études internationales, je pense que c'est un peu... c'est les bonnes études pour étudier oui, ça. Oui, bien ça, c'est vraiment multidisciplinaire. Fait Ouais. qu'autant, justement, les études autochtones que la science politique, que les études féministes, vraiment, tout s'ancre un peu les uns dans les autres, là. Donc, c'est ça. OK, mais c'est vraiment cool. Puis, qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode avec Chris? Ben, j'ai beaucoup aimé, tu sais, pour moi, comme il y a différents modes d'expression, notamment que ce soit l'humour, que ce soit les différents types d'expressions plus artistiques, le chant, le théâtre, je trouve que c'est vraiment des manières de partager l'histoire différemment, si je peux dire. Puis souvent, tu sais, comme les discours officiels ou les instances plus dominantes font en sorte que c'est peut-être plus limité un peu, tu sais, les discours qui sont plus marginaux, c'est difficile de les faire passer à travers comme ces sphères-là plus dominantes. Donc, à travers l'humour, comme le fait justement que comme j'ai trouvé ça vraiment full pertinent. Puis je trouvais ça le fun que ça soit le seul, genre, c'est le premier, mais genre, vraiment, c'est comme un pionnier, genre, fait que... Super, ouais, full. Puis tu sais, justement, d'aborder des sujets sensibles, parfois, tu sais, ça se fait tellement mieux par l'humour, puis justement, des sujets que la majeure partie de la population sont pas nécessairement à l'aise ou qu'ils connaissent pas. On marche un peu sur les œufs quand on parle de ça. Oui, c'est ça, fait que d'une personne qui connaît ces réalités-là, qui les vit, tu sais, je pense que c'est souvent aussi un peu en tant que personne blanche, par exemple, tu sais, je veux dire, c'est pas à nous d'aborder ces sujets-là de cette manière-là. Fait que, tu sais, je veux dire, qu'ils prennent la place puis qu'ils le fassent, moi, c'est comme tout en son honneur. Ouais, c'est ça, comme on dit, genre, économie canadienne par les Canadiens, mais là, c'est genre, justement, cet humour-là, cet enjeu-là par les personnes qui le vivent, et que ça fait du sens. Là. Ouais, vraiment. Fait que tu as étudié en études internationales, puis depuis quand tu t'intéresses à ces questions de justice sociale, puis de Premières Nations, depuis quand? Ben, honnêtement, depuis que je suis vraiment jeune, je te dirais. Ah ouais, OK. Ouais, ma mère est prof d'histoire. Ah, OK. Fait que j'ai toujours été très curieuse, puis toujours voulu un peu savoir, comme, tu sais, les revers de l'histoire. Tu sais, souvent aussi, comme, tu sais, je sais pas toi, mais tu sais, à l'école primaire ou même à l'école secondaire, tu sais, c'était assez arrêté, en fait, l'éducation en ce qui concerne l'histoire du Québec, du Canada. Les maisons longues, là, que c'est comme, c'est plus que ça, là. C'était très dichotomique, c'était très comme, OK, les Algonquins avec les Français, les Iroquoiens avec les Anglais, puis c'est comme... Tout ce qui faisait, c'est chasser des pauvres. Oui, c'est ça, puis comme c'était une relation aussi qui était égalitaire, en fait, là, comme entre les communautés, puis justement les
des colonisateurs, qui n'est pas du tout le cas. On reviendra, j'imagine. Là. Mais donc, j'ai toujours eu cette curiosité-là pour justement voir un peu comme, ben, c'est quoi ces histoires-là qu'on nous raconte pas, en fait. Fait que suite à ça, j'ai poursuivi mes études plus en sciences politiques, puis justement, comme, j'étais très intéressée aux mouvements sociaux, puis c'est là que j'ai découvert Idle No More. Je sais pas si tu connais. Non. C'est un mouvement, en fait, qui a été inauguré par des femmes autochtones de la Saskatchewan. Puis il y a aussi également eu un mouvement québécois qui a été initié par Ouidia Larivière puis Mélissa Mollen. OK. Donc, c'est ça. Puis c'est vraiment comme... Idle No More, c'est vraiment la signification de on restera pas comme inerte, on va comme vraiment se mobiliser. Puis justement, il y avait eu, c'était dans le temps de Stephen Harper, il y avait une loi, je pense que c'est 45, quelque chose comme ça. Puis c'était justement en lien avec la loi sur les Indiens. Puis c'était comme pour révoquer, en fait, certaines protections en lien avec les cours d'eau puis l'environnement. Puis il y avait eu ces femmes-là qui se sont soulevées. Puis je pense que j'ai vraiment été très intéressée à ce mouvement-là, comment que, justement, les initiatives citoyennes et de femmes autochtones peuvent venir influencer le pouvoir dominant. Fait qu'à travers ça, j'ai vraiment comme bâti mon intérêt, puis c'est un peu là que j'ai tout débloqué, je te dirais. Là. Fait que t'as toujours eu cette petite fibre militante-là, un peu. Oui, vraiment. OK. Puis de consacrer justement tes recherches par rapport à ça, est-ce que tu étudies là-dedans? Est-ce que, genre, tu fais un mémoire là-dessus? Ou, ben c'est ça. J'ai eu la chance de faire à l'UDM un programme vraiment intéressant. Ça s'appelle le DESS en récit et médias autochtones. Oh, wow, OK. Puis là, c'est vraiment, justement, comme je te disais un peu tantôt, c'est comment les différents modes d'expression artistique peuvent nous vraiment, je sais pas comment dire, mais comme transmettre des histoires qui nous sont souvent comme, ben, pas présentées dans les mouvements plus dominants. Donc, à travers ça, j'ai rencontré des gens exceptionnels aussi. J'ai eu la chance de travailler pour un organisme pour les jeunes des Premières Nations. Puis là, en ce moment, tu sais, j'ai fait un peu comme un switch, si je peux dire, vers les études internationales parce que je veux appliquer, en fait, qu'est-ce que j'ai appris à une échelle aussi internationale, sans nécessairement projeter une réalité qui est propre à des communautés ici, là, mais c'est vraiment vers ça que je vais en ce moment. OK, that's it. C'est vraiment cool que, justement, ça soit possible, ce programme-là aussi. Genre que... Oui, je conseille à tout le monde pour vrai. Là. Tu sais, je pense que c'est confrontant. Je pense que... Ah ouais, de quelle façon? Ben, je trouve que il faut être prêt à se remettre en question en tant qu'allié. Je pense que c'est quelque chose que... souvent, on se pose la question de comment qu'on peut agir, mais c'est beaucoup en se remettant constamment en question, puis aussi en étant conscient qu'en tant que personne blanche au Québec, on a des privilèges, puis on vit dans un régime politique qui promouvoit en fait une certaine suprématie blanche, un certain colonialisme aussi qui est encore actuel. Donc, puis c'est pas à cause qu'ils le disent ouvertement que leurs actions, eux autres, le disent pas. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que là, vraiment, t'es confronté à des discours que souvent, ben, ils sont effacés ou sont peut-être d'autres qui sont normalisés. Donc, être vraiment confronté à, ben, c'est quoi qui s'est passé dans les pensionnats? C'est quoi la rafle des années 60? Tu sais, je veux dire, d'être vraiment comme... de voir des personnes qui l'ont vécu, qui te transmettent ça. C'est vraiment, je pense que c'est normal de sentir une culpabilisation de tous ces enjeux-là, mais c'est vraiment nécessaire. C'est pour ça que je pense que c'est confrontant, mais nécessaire. Ben justement, c'est quoi ton rapport à comment, genre, tu te sens très en culpabilité? C'est genre, c'est quoi le rapport qui est acceptable, mettons, pour, mettons, les communautés des Premières Nations? Est-ce que eux, c'est assez? Est-ce qu'il faut qu'on se sente plus mal? C'est quoi les actions tu sais, je pense que je peux pas parler pour comment les communautés se sentent, mais c'est sûr que moi, en tant que, comme je te dis, femme blanche qui étudie, mettons, de manière éthique aussi, puis qui essaie de rentrer en relation avec les communautés, je pense qu'il faut rester très humble puis être toujours dans l'écoute. Je pense que, tu sais, c'est comme, tout s'ancre aussi un peu dans cette idée-là de réconciliation, tu sais. Puis c'est une réconciliation qui doit être, à mon avis, continue, qui doit s'ancrer dans l'écoute, la patience et tout. Puis je pense que tout reste aussi, comme je t'ai dit, dans l'humilité. Fait que, tu sais, comme, on peut pas parler au nom des autres, on peut pas, tu sais, je veux dire, faut laisser les personnes qui vivent encore ces violences transgénérationnelles-là l'idée, un peu la réconciliation, mais en étant là comme, mettons, alliés qui écoutent et qui accueillent. Puis une vraie réconciliation pour toi, ça réelle puis significative, ça serait quoi ta définition avec tes études que tu Ben, c'est sûr que je pense qu'il y a une manière éthique de rentrer en relation. Tu sais, je pense que souvent, tu sais, on l'entend beaucoup réconciliation politiquement parlant, tu sais. Puis, tu sais, souvent, je trouve que c'est justement galvaudé un peu à des fins politiques.
Pourtant, tu sais, je pense que ça passerait par une réelle autodétermination des Premières Nations, donc ils peuvent avoir une propre capacité d'agir, en fait, sur leur territoire, sur leurs actions, leurs droits. Mais, tu sais, également, nous, en tant qu'allochtones, par exemple, tu sais, je pense que ça s'ancre aussi dans reconstruire des ponts qui ont été détruits et vraiment, comme, tu sais, décimés à travers le temps. Ouais. Donc, avant d'aller vers, comme vraiment comme serrer la main. Il y a beaucoup de chemin à faire, j'ai l'impression. Tu sais, la réconciliation, pour moi, c'est un chemin qui est continu, qui va prendre du temps, mais qui requiert énormément de patience aussi. Là. Puis c'est quoi les facettes de ces ponts-là qu'il faudrait reconstruire, par exemple? C'est social, c'est économique? Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que oui. Je pense que c'est social, économique, environnemental, culturel également. Tu sais, je pense qu'il faut aller vers la sécurisation culturelle. Tu sais, notamment, là... il va y avoir prochainement, en fait, une rencontre avec les chefs des différentes provinces. Puis également, il va y avoir les leaders aussi des Premières Nations qui vont être là à cette rencontre-là. Donc ça, c'est une première, en fait. Donc c'est sûr que ça, c'est comme un pas un peu plus législatif, politique en ce qui concerne la réconciliation. Sinon, quand on fait, par exemple... des études environnementales ou qu'on fait des projets d'infrastructure, je pense que c'est nécessaire d'impliquer les communautés parce qu'elles sont touchées, tu sais, je veux dire, de très près parce que justement, leur manière d'être s'ancre dans le territoire. Ouais. Puis également au niveau social, tu sais, je pense que c'est nécessaire de déconstruire les préjugés, donc d'aller à la rencontre de l'autre en tant qu'allochtone qui... on les connaît pas, puis souvent on est un peu comme... on normalise ces préjugés-là, puis cette ségrégation-là qui perdure à travers le temps. Donc, tu sais, je pense que c'est des aspects qui sont très multiples. Tu sais, j'essaie de... Tout est dans tout. Oui, c'est pas à eux, dire. Là, en font partie. Là, mais, tu sais, tout à fait, là, c'est ça. Je pense que c'est vraiment... Tu sais, moi, un truc que j'ai trouvé qui m'a beaucoup aidé aussi dans ce processus-là, c'est la littérature. Tu sais, il y a beaucoup d'ouvrages, notamment de Natacha Calampo-Fontaine puis de Naomi Fontaine. Genre le livre « Oui, je te salue » ou « Je suis unie », c'est des ouvrages qui sont vraiment emblématiques puis qui démontrent un peu comment procéder d'une certaine manière ou des exemples un peu de réconciliation. Fait que c'est sûr que je conseillerais comme à tout le monde à lire ces œuvres-là qui permettent de voir comme il y a comme une différence qui est comme vraiment pas... je sais pas comment dire. Faut pas se limiter à ces préjugés-là puis à qu'est-ce qu'on se fait dire constamment depuis les livres d'histoire qu'on voyait au primaire à justement les médias plus traditionnels aussi aujourd'hui. Ouais, je pense qu'il faut déconstruire ces préjugés-là aussi, mais je pense qu'il y a des comportements que il y a des gens qui se détachent un peu là, de cette réalité-là. Je veux dire, les gens, j'ai l'impression qu'ils ne se sentent pas concernés par cette réalité-là parce qu'ils ne le sont pas. Oui, je pense que tu penses que lire cette littérature-là, c'est un premier pas, mais y a-t-il d'autres choses à faire, justement, pour mieux s'approprier cette réalité-là, puis pas juste se dire, c'est pas mon problème, là, moi, je paye mes taxes plus d'attitude, là. Je veux dire, les gens ont le droit de prédire ça, clairement. Je pense qu'il faut le voir à... je comprends ce que tu veux dire, puis souvent, justement... on associe ça, par exemple, à des mouvements plus théoriques ou politiques ou historiques. Fait que c'est sûr que c'est difficile, par exemple, de voir l'impact concret ou comment que ça nous touche vraiment de manière proche, si je peux dire, comme ces réalités-là. Je pense qu'on va beaucoup le voir avec les crises écologiques actuellement. Ouais. Je pense que ça, c'est une manière que peut-être certaines personnes qui sont plus loin, en fait, des enjeux propres aux Premières Nations, puis qui se pensent un peu loin de ça. Au-dessus de ça, même. Oui, c'est ça. Malheureusement, oui. Tu sais, je sais qu'il y en a beaucoup dans la société, tu sais, sans juger personne, tu sais, mais je pense que effectivement, avec la crise écologique, on va voir comme c'est quoi l'importance de comme, OK, il faut qu'on re-questionne notre rapport au territoire, il faut qu'on re-questionne notre système économique, il faut qu'on se pose des questions sur, OK, les ressources sont pas inépuisables. Donc, peut-être que les Premières Nations ont certaines réponses, certaines clés pour justement avoir une économie ou une manière d'être avec le territoire qui est plus circulaire ou qui est un peu plus durable ou souhaitable dans un futur possible. Ouais. On entend souvent parler de ça, que justement, on dit souvent que justement reconnecter la nature, ça permettrait justement de mieux comprendre justement nos limites planétaires. Y a-t-il quelque chose que tu as lu dans tes littératures ou ton rapport avec toi, j'imagine que tu as rencontré des gens des Premières Nations, que tu te dis vraiment, c'est vraiment vrai, c'est pas juste un mythe là, qui se reconnecter à la nature, puis les personnes des Premières Nations ont plus de réponses qu'on pense. Y a-t-il quelque chose que tu as lu, que tu t'es dit, ah non, vraiment, ça en dit long sur ce mythe-là? Je pense que oui, tu sais, je pense que
souvent, nous, on voit la nature comme étant quelque chose qu'on utilise. Tu sais, comme étant des choses que, justement, qui sont utiles à nous, à notre quotidien, peu importe. Puis, tu sais, je pense que c'est aussi... Il y a le concept, par exemple, de kinship qui est utilisé. Le quoi? Kinship. OK. Fait qu'admettons, c'est vraiment cette idée-là de toile de relation. Donc, comment on a des rapports pas unidirectionnels avec le territoire puis toutes les êtres qui le composent, mais aussi c'est multidirectionnel. Donc, on donne, tandis que le territoire nous donne aussi beaucoup. Donc, si on n'a pas cette relation de réciprocité-là avec le territoire, avec tous les êtres vivants et autres que vivants qui le composent, bien là, ça sera pas... C'est pas durable, tu sais, on pourra pas comme perdurer dans un monde qui est pas comme justement dans une multitude de relations avec la Terre. Fait qu'il y a vraiment cette idée-là, puis justement comment que la survie pendant tellement de générations dépendait en fait des ressources qui étaient accessibles sur le territoire. Fait que tu sais, je pense que en étant des colonisateurs, on a peut-être moins connu aussi cet aspect-là. Ben, j'ai l'impression que c'est un peu ça, parce que c'est ce que toute personne qui fait partie de la transition socio-écologique se dit. Le but, c'est d'atteindre un équilibre avec juste une limite planétaire. C'est un peu cette façon de penser-là que je trouve vraiment, vraiment intéressante. Puis, c'est-tu toutes les communautés de les Premières Nations qui pensent comme ça, ou c'est certaines... Tu sais, y en a-tu qui étaient plus comme capitalistes? Je veux dire, y a-tu des choses qu'on ne sait pas sur la littérature, ou c'est tout égal, tu sais? Ben, tu sais, comme je te dis, je peux pas parler pour toutes les communautés. OK. Mais à travers tes études, c'était plus ça, là, je veux dire. Y a-tu de ce que tu as vu, ce genre de... C'est vraiment plus... Tu sais, je veux dire, il va y avoir certaines significations qui vont être différées un peu d'une communauté à l'autre, mais c'est tout le temps un peu ce lien avec la nature-là, comme je te dis, qui est multidirectionnel. Puis il va y avoir, par exemple, certains termes qui vont être peut-être plus associés à la terre-mère, mais il va y avoir tout le temps comme ce lien-là de vitalité puis d'humanité avec le territoire qui va pas mal toujours être présent sous différents termes ou sous différentes relations, si je peux dire. Ouais. Tu disais tantôt que je trouvais ça vraiment intéressant, que tu dises que le mot réconciliation, c'était un peu comme un mot politique. J'ai l'impression que c'est comme weaponized, là, excuse mon manque de français. Je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que tu vois des fois quelque chose que tu as l'impression que c'est des gestes qui sont juste symboliques, qui sont pas vraiment significatifs dans des mouvements politiques? Je trouve, souvent, honnêtement, pour être transparente avec toi, mais tu sais, je veux dire, je sais que il faut qu'on commence à quelque part, puis je sais que aussi, tu sais, les intentions parfois sont bonnes. C'est juste que effectivement, tu sais, par exemple, quand on fait des reconnaissances territoriales, il y a plein d'institutions qui font ça. C'est par exemple clamer qu'on est sur des terres qui sont non cédées, par exemple. On est sur, il y a beaucoup d'institutions, comme je te dis, qui souvent quand je vais au théâtre, ils le disent. Oui, exactement, ils font ça avant le début de la pièce. C'est ça, c'est ça. Puis je pense que, tu sais, c'est comme... C'est une belle initiative, mais à quel point que ça donne vraiment justement une capacité d'agir au plutôt. Est-ce que ça donne vraiment comme un droit quelconque? Est-ce que ça change quelque chose? Ça agit sur les personnes dans la salle, au niveau social quand même. C'est ça, mais tu comprends ce que je veux dire dans le sens comme... Je sais pas comment on peut mesurer l'impact de ces gestes-là, tu sais. Fait qu'effectivement, je pense que ça peut être... Plus c'est symbolique, je dis pas que ça n'a aucun impact, mais c'est symbolique quand même. Puis tu sais, je veux dire comme... Aussi, tu sais, mettons qu'on on crée des commissions, on fait des rapports sur certaines situations, à quel point que... Il y a des débouchés réels après, oui, c'est ça. Les recommandations sont-elles vraiment suivies? Tu sais, moi, ça me fait penser à la tragique mort, en fait, de Jessie Chacoan à l'hôpital de Joliette. Tu sais, suite à ça, il y a eu la commission Vient. Puis, tu sais, je veux dire, je pense... Je sais même pas, il y avait comme 142 recommandations. Il y en a quoi, je sais pas, une dizaine qui ont été comme mises en place. Tu sais, rendu là, comme, pas que ça sert à rien, tu sais, aucunement, là, c'est pas ça que je dis juste que, comme, tu sais, il y a un aspect qui est beaucoup symbolique aussi là-dedans. Là. Je trouve ça intéressant ce que tu apportes, puis ça serait le fun d'avoir justement quelqu'un en droit qui dirait est-ce qu'il y a des recours qui sont en lien avec les Premières Nations? Je pense que ce serait une question qui serait quand même vraiment intéressante à savoir. Est-ce qu'au bout de la ligne, tu sais, quand tu ressors du jugement, est-ce que tu as quelque chose au bout de la ligne? Ben, tu sais, souvent, qu'est-ce que je peux te dire par rapport à ça, c'est que souvent, comme un montant qui va être donné, par exemple. Ouais, c'est ça. Quelque chose de financier, mais tu sais, je veux dire, quelque chose de, tu sais, je veux dire... Il y a 3000 piastres. Il y a 3000 piastres, puis là, genre, t'as vécu des trucs horribles. Non, c'est ça. Là, comment que, tu peux comme donner un montant contre un génocide culturel puis humain, tu sais, je veux dire, comme c'est impensable. Fait que, c'est ça. Ouais, il faudrait juste redonner le territoire complet. Non, mais c'est ça. Puis en même temps, je comprends comment que c'est pas nécessairement possible aussi dans le monde dans lequel on est aussi, là, tu sais. Ouais, ben c'est pas possible politiquement.
C'est ça l'histoire. Exactement, C'est que c'est pas possible physiquement, le problème, là. Tout à fait. Ouais. Ouais. Puis tu penses que c'est quoi les principaux obstacles qui nous empêchent d'avancer vers justement la réconciliation? Ben, tu sais, j'en ai parlé un peu tantôt de cet aspect-là un peu de culpabilité. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de la misère à se remettre en question, puis encore une fois, je veux pas mettre le blâme sur personne, mais je pense que c'est nécessaire pour des personnes blanches, surtout des allochtones, de se poser la question de comment qu'on peut agir, puis c'est beaucoup de remise en question, puis je pense que des fois, les gens sont pas nécessairement prêts ou ont pas nécessairement envie de faire ce chemin-là ou ils pensent que ça les touche pas, justement, comme on disait. Donc, je pense qu'il y a comme un frein, un peu un obstacle, puis il y a aussi, je pense, cette idée-là que on en a parlé aussi avec l'éducation un peu, tu sais, je veux dire, c'est quand on n'est pas bien éduqué sur la question, quand on n'a pas comme les informations nécessaires, on comprend pas nécessairement comment ne pas reproduire ça dans le futur. Qui est contrairement justement au peuple allemand qui, justement, bien intègre cette notion d'éducation. Genre, eux, le salut nazi, ça se fait pas, là. Genre, c'est condamné dans la loi. Fait que je pense que ça, c'est un bel exemple qu'on pourrait clairement faire. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, de reconnaître la présence encore actuelle de la colonisation. Tu sais, je veux dire, c'est pas sous sa forme de colonisation de peuplement, pardon, comme c'était à l'époque. C'est peut-être plus une forme de colonialité de pouvoir, si je peux dire, qui s'inscrit dans les institutions, puis dans justement, le racisme systémique et tout. Mais tu sais, quand ça prend des années avant que le gouvernement, comme, tu sais, reconnaisse que ça existe, tu sais, en tant qu'individu, il y a beaucoup de gens que, justement, pour eux, c'est tellement une réalité qui est loin puis qui est incomprise. Donc, comment aller vers la réconciliation quand on n'est pas capable d'avouer qu'on a des torts aussi? Ouais. C'est plus une question d'empathie, là, dans le ben, fond, tu sais, c'est ça, c'est une question de se mettre à la place de l'autre, Ouais. effectivement, d'écouter puis d'arrêter de parler au nom de l'autre également. Oui, parce que j'avais reçu un invité à mon autre podcast, puis lui, il habitait au Mozambique, puis lui, il faisait partie de l'armée, justement, au Mozambique, puis il faisait beaucoup de la protection des frontières avec l'Afrique du Sud. Puis il disait que lui, il s'était fait, après l'apartheid, ben, il s'était fait pousser hors du pays. Ouais. Puis il disait, ben, ce rapport-là existe avec les Premières Nations. C'est comme, si on disait, OK, toi, demain matin, on a compris que maintenant, il faut que tu partes. Genre, le Québec, je sais pas, ou telle portion ou de ce que tu habites, reviens aux Premières Nations. Comment tu te sentirais? Parce que c'est ça qu'ils ont vécu, genre. Ouais. Fait que c'est un peu ça, genre, de se mettre à leur place, en fait, genre. Fait que je pense que cette question-là... Tu sais, il y a ça, mais il y a aussi, tu sais, comme je te dis, toute la partie, mettons, je vais pas dire la partie parce que c'est vraiment insensible de ma part, mais mettons, les pensionnats, puis comme je te parlais un peu, la robe des années 60, tu sais, le fait d'arracher des enfants à leur famille, justement, leur arracher leur culture, tu sais, c'est vraiment, comme je te dis, c'était un génocide, tu sais, donc, tu sais, tout ce trauma-là intergénérationnel qui se transmet, encore une fois, comment passer outre ça aussi, là, tu sais, c'est impossible de comprendre cette situation-là qui est inhumaine, là, tu sais. Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui disent justement, ben c'était eux, c'était pas moi. Moi, je ne fais pas partie de ça parce que justement, moi, je suis né... Comment blâmer quelqu'un qui, il y a 400 ans, a fait un truc horrible? Ben, mais là, moi, je fais pas partie de ça. Tu sais, je pense que, comme je t'ai dit tantôt, moi, j'ai ressenti la culpabilité. Je pense pas que tout le monde va en ressentir. On a chacun notre manière de vivre nos émotions et tout. Je pense que c'est une question d'utiliser un peu ses privilèges à bon escient, si je peux dire. De devenir un allié, dans le fond. Ouais, moi, je pense que allié, oui, c'est ça. Tu sais, j'ai l'impression que... Je pense qu'il faut être conscient que... Tu sais, comme quand même, on descend de ces colons-là. Je pense pas que ça sert à rien de se marteler non plus en disant comme, tu sais, je veux dire, comme, tout est de ma faute et tout, parce qu'effectivement, tu sais, certaines choses, tu sais, c'est pas toi qui avais le marteau. C'est ça l'affaire, tu sais, mais en même temps, comme, on est quand même on bénéficie, comme je t'ai dit, un peu de ce régime de suprématie blanche un peu, tu sais. Donc, il y a juste un milieu, là. Effectivement. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut qu'on reconnaisse ces privilèges-là, mais outre ça, il faut qu'on l'utilise pour justement améliorer les choses. Donc, si par exemple, t'es une personne blanche dans un groupe d'amis tout aussi, mettons, blanc, on va dire, tu sais, je veux dire, tu peux être cette personne-là qui dénonce les inégalités ou qui lève la main quand il y a quelque chose qui est comme une blague que tu trouves qui est déplacée. Tu sais, tu peux comme autant qu'une blague misogyne, tu devrais pas laisser passer exactement, ça. Exactement, pourquoi tu le laisses passer? Tu sais, je veux dire, comme puis d'encourager aussi, par exemple, des artistes autochtones. Tu sais, moi, ça serait comme aussi d'aller vers comme qu'est-ce que tu peux faire pour la suite. Tu sais, on parle de se reconstruire aussi en tant que société. Je pense que c'est aussi de faire, de valoriser ces acteurs-là, ces actrices-là. Puis c'est ça, là. Ben, je vais faire un parallèle peut-être un peu bizarre, là, mais dans le fond, tu sais, je veux dire,
on le voit justement avec la crise avec Trump. Je veux dire, justement, les gens ils disent on n'achète plus américain, il n'y a plus de bouteilles. Ça a sorti récemment dans la presse qui disait que les producteurs d'alcool américains disaient hey, là, pourquoi on fait ça, c'est pas nice. C'est comme, ben. Puis tous les commentaires c'était talk to your president. Genre. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, ce que mon point là-dessus, c'est que ça vaut la peine, genre, de le faire. On peut faire une différence. Tu sais, je veux dire, je sais, là, je dis n'importe quoi, mais mettons, genre, moi, j'écoute Netflix, ben, va écouter une pièce de théâtre d'un artiste local. Mais va tout à écouter fait, justement, Chris Wapachi, genre, va regarder son show, ça vaut la peine. Exact. Ouais. Ou écoute du contenu qui est produit par une femme ou par une personne autochtone. Ou, tu sais, je veux dire, effectivement, là, encourage ces manières de s'exprimer puis de créer là tu sais. Mm-hmm. Parce que c'est justement comme ça qu'on peut s'exposer à une façon de penser qui est complètement différente. Là. Ben tout à fait, tu sais. Je pense que ça aussi, c'est comme, encore une fois, pour revenir à l'éducation, tu sais, je veux dire, ça en est pour beaucoup aussi. Mm-hmm. Puis, tu sais, il y a différentes manières de s'éduquer, mais effectivement, c'est d'être conscient qu'il y a une pluralité de culture, de manière de voir le monde, puis de comme, tu sais, de se confronter à ça. Là. Ouais, depuis que j'ai commencé ce podcast-là, il y a tellement de trucs que je me suis dit que, OK, mais tu sais, des fois tu regardes, mettons, genre là j'étais encore Netflix, là, mais des fois tu regardes des scénarios américains, puis c'est comme, ce sont les méchants, ce sont les gentils. Puis là, c'est comme, le plot, il est tout le temps pareil, genre, c'est tout le temps la même chose. Puis c'est en regardant des fois au théâtre, genre, ou des shows différents, t'es comme, OK, cette histoire-là est complètement différente. C'est quelque chose qui sort complètement d'un autre univers, genre. Oui. Puis je trouve ça le fun, justement, d'aller... Et justement, clairement, il y a un bassin de savoir que les Premières Nations peuvent nous offrir. Ouais. Mais vraiment, ça me fait penser à la pièce de théâtre Okinum. OK. Qui est sorti, ça fait quand même quelques années, là. Mais c'était tellement impressionnant. Puis justement, c'était comme beaucoup en lien avec les sonorités, avec, tu sais, mettons, il y avait comme Okinum, je pense que ça veut dire barrage. OK. Puis c'est vraiment comme, au sein de la pièce, il y avait vraiment, par exemple, autant des images que des sonorités, que de la danse. Tu sais, c'est une pièce de théâtre, mais tu sais, c'était comme vraiment multisensoriel. Puis comment que, effectivement, en tant que créatrice autochtone, comme elle a vraiment su solliciter, en fait, comme tout l'ensemble de ces sens-là, quelque chose qui est vraiment comme de manière, je sais pas, j'allais dire occidentale ou eurocentrée. C'est peut-être pas notre manière qu'on mettrait de l'avant une histoire, tu sais. Ouais, c'est pas comme ça on dit tout le temps, c'est pas textbook, là, genre, non, mais en fait, c'est au contraire, genre, ça devrait être full intéressant de voir les choses complètement différentes. Tout à fait, ouais. Y a-t-il des comportements que souvent ils sont bien intentionnés puis dans le fond c'est un peu c'est pas genre c'est mal compris ou que tu te dis oh là t'as fait un faux pas genre. Je pense que tu sais souvent les gens vont par curiosité se renseigner ou des choses comme ça, par exemple lire un livre sur l'histoire par exemple de telle communauté ou sur les Premières Nations au Québec et tout, puis on dirait qu'ils vont se proclamer comme experts en la matière. Oh ouais. OK. Puis c'est juste que, tu sais, je veux dire, il faut que tu laisses les personnes concernées parler. Je reviens encore là-dessus, mais tu sais, je veux dire, comme souvent, ils vont comme être bien intentionnés dans le sens comme « Ah, je me suis renseignée sur le sujet, je connais un peu plus, donc je peux en parler. » Puis c'est juste qu'après, comme tu prends toute la place, puis t'enlèves encore une fois, comme un peu comme le micro aux principaux concernés qui sont justement les Premières Nations. Donc, il y a vraiment une bonne intention d'aller vers « Ah, je veux m'éduquer sur le sujet », mais comme ça fait en sorte qu'encore une fois, tu te recentres. Ouais. C'est comme, c'est juste... Ben déjà, à la base, c'est un privilège pour toi de t'informer, là. Ben, effectivement. Je veux dire, la personne, c'est très connu, là, que les Premières Nations doivent se réapproprier leur propre culture. Oui. Ben, toi, t'as réussi à l'étudier parce que t'as genre le temps, puis t'as une carrière potentiellement, t'as pu aller faire ça pour ton pur plaisir, là. Mais eux devraient pouvoir s'informer eux-mêmes aussi, là. Vraiment. Y a-tu... moi, je dis tout le temps que la culture, c'est quelque chose qui se partage. Mais justement, eux doivent se réapproprier cette culture-là. C'est quoi ton avis là-dessus, genre, sur... comme, tu sais, là, dans l'épisode avec Chris Wapachi, je lui avais posé la même question. Puis lui, il était comme, là, déguise-toi pas, genre, justement, en chaman. Ça, c'est too much. Pour toi, c'est quoi la ligne fine entre les deux? Tu veux dire, mettons, appropriation culturelle, puis mettons peut-être l'appréciation culturelle. Exact, ouais. Ouais, on dirait que je le nommerais comme ça. Ah, c'est un bon mot, ça, c'est le fun. J'aime un peu cette différence-là. Okay. Tu sais, je pense que, ça revient un peu aussi à quelque chose qu'on disait tantôt, dans le sens que, tu sais,
on veut un peu favoriser cette pluralité culturelle-là, puis maintenir en vie aussi cette sécurisation culturelle-là. Fait que, tu sais, je pense qu'effectivement, aller voir, mettons, des spectacles, acheter des livres, des communautés ou des auteurs-autrices qui proviennent justement de différentes communautés. Il y a tellement d'initiatives, par exemple... Aller à des powwows. Oui, ça, exactement. Ouais. Tout à fait. Tu sais, je veux dire, comme les communautés sont super ouvertes, ils vont vouloir, comme, vraiment, comme, ils vont t'accueillir, ils vont être là. C'est juste qu'effectivement, comme que je le disais, tu sais, je veux dire, comme, en même temps, tu sais, je veux dire, c'est plus qu'une question d'intention. Le rendu là, c'est une question de jugement, oui, mais c'est une question de comme, OK, là, par exemple, je veux encourager cette artiste-là, je vais lui acheter des boucles d'oreilles qu'elle a perlées. C'est tout à fait comme, tu sais, tu apprécies la culture, tu vas porter, mettons, tu sais, parce que j'ai entendu que tu as parlé de cet exemple-là, justement. Tu sais, je pense pas du tout que c'est de l'appropriation culturelle. Ouais, que c'était dans le fond, juste pour que les gens qui ont pas écouté l'autre épisode, c'était une amie qui marchait dans la rue, puis elle portait justement des boucles d'oreilles perlées faites par quelqu'un des Premières Nations. Puis il y avait quelqu'un dans la rue qui l'avait accroché, puis il avait dit t'as pas le droit de porter ça c'est de l'appropriation culturelle. Puis là, j'étais genre, mais tu sais, il y a plein de gens que je trouve que ça crée des quiproquos, ça. Parce que là, la personne, elle va se dire, mais là, j'ai pas le droit de m'intéresser à ça. Fait que tu sais, je pense des deux côtés, il y a des quiproquos qui se passe. Fait que je trouve, comme tu dis, d'encourager dans le fond, cette industrie-là. Oui, puis tu sais, justement, admettons que ça avait été fait par une personne blanche pour s'approprier, tu sais, comme des manières de faire des Premières Nations, tu sais, comme, OK, ça, là, c'est un autre contexte. Là. Non, mais ça, je te dis, là, je pousse un peu, là, mais effectivement, tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu veux, juste, comme je te dis, contribuer à la pérennisation des cultures autochtones, en fait, donc de les encourager ou de porter avec fierté ces produits-là, ou, tu sais, il y a beaucoup de produits naturels aussi, donc... Tu sais, je veux dire, pour moi, c'est vraiment une partie de l'appréciation culturelle. Là. Y a-tu quelque chose que tu as appris sur les Premières Nations que toi, tu utilises dans la vie de tous les jours? Ben, tellement de choses. Ah ouais, là, genre une recette ou un truc comme ça, je veux dire, mettons? Ou ben, je te dirais pas nécessairement une recette, mais je te dirais plus une manière de vivre ma vie. Ah ouais? OK, parle-moi de ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense que vraiment de, tu sais, admettons, partager un repas. Avec des gens que, tu sais, je veux dire, comme, c'est des personnes avec qui, que je connaissais pas nécessairement je sais pas comment l'expliquer, mais comme très bien, très profondément au départ, les personnes autochtones avec qui que je travaillais, par exemple. OK. Puis, ils m'ont juste tellement enseigné sur l'humilité, sur comment, justement, c'était important de partager un repas en groupe, comment que c'était une occasion de connecter, de se rencontrer, d'apprendre les uns des autres. Fait qu'on dirait que je trouve que j'ai beaucoup appris côté valeur, tu sais, côté comme qu'est-ce qui est important, justement ce lien-là avec le territoire, le partage, tout ça. On dirait que c'est vraiment plus dans des valeurs comme humaines et de vie, en fait, que j'ai appris de ces personnes-là. Là. Puis tu trouves que dans notre société occidentale, on le fait moins? Ben, tu sais, je trouve qu'il y a quand même plus d'individualité. Fait que, tu sais, je dis pas que c'est jamais des valeurs que j'avais, c'est juste que je trouve que j'ai vraiment plus approfondi non seulement mon rapport à l'être humain, mais aussi mon rapport à l'environnement. Ouais. Là, c'est quasiment bien vu, je trouve, là, pour la société occidentale, spécialement en plus en Amérique, d'être introverti tout seul. Oui, c'est comme, ça. on dirait que c'est full valorisé. Beaucoup valorisé. Dans les sciences, beaucoup dans, OK, ouais. Oui, c'est ça, on est productif, puis c'est important d'aller super vite, puis aussi, je pense qu'il y a quelque chose que, tu perds pas ton temps, genre, en ce moment. Là, c'est ça. Puis ce que j'allais dire, c'est que je trouve que le temps, justement, c'est tellement un cercle. Tu sais, je veux dire, comme ça, c'est un peu un concept aussi que j'ai appris à, je sais pas comment dire, mais à apprivoiser, je dirais. OK. Dans le sens où, tu sais, c'est pas linéaire, là. Je veux dire, c'est pas grave si tu fais telle chose avant telle autre chose. Il y a pas comme un moment de ta vie que tu dois obligatoirement terminer telle épreuve ou avoir tel projet. C'est pas grave. Tu sais, genre, dans le sens que comme il y a personne qui t'impose rien. Tu sais, c'est un rythme que tu peux suivre selon les épreuves qui arrivent. C'est le capitaliste qui dit qu'il faut faire ça. Oui, genre. effectivement. Mais en fait, la vie, il n'y a personne au Moyen-Âge là, qui disait « Mon Dieu, il faut absolument faire ça. » Ben, c'est ça, tu sais. Ouais, OK. Puis ça, c'est quelque chose que tu as mieux compris. Oui, vraiment. OK. Puis de comment tu le perçois maintenant, justement, tes étapes de vie, si... Ben, tu sais, je veux dire, comme personnellement, je te dirais, comme... Pour moi, il y a eu un moment que, tu sais, j'ai arrêté mes études, je suis retournée, puis, tu sais, je me suis dit, comme... Tu sais, je vais juste prendre des décisions qui me font du bien pour moi,
pour ma santé, par exemple. Si j'ai envie de faire un projet, je vais le faire. C'est pas parce que j'ai tel âge que je ne peux pas, par exemple, retourner à l'école ou faire des choses comme ça. Tu sais, je pense que c'est vraiment ça, là, comme chaque chose en son temps, puis comme il y a pas de presse, tu sais. On peut passer peut-être sur la portion un peu plus histoire. Oui. C'est quoi qu'il faut comprendre de l'histoire coloniale? Ce serait quoi les grandes lignes qu'il faudrait, mettons, comprendre? Mettons, genre, il faut, je sais pas, là, l'arrivée de Christophe Colomb, mettons, y a-t-il des dates ou des trucs qui sont vraiment importants à comprendre? Ou, Ben, je pense pas, côté date, pas nécessairement. Je pense que effectivement, il faut comprendre le contexte de la colonisation pour pas que ça se répète actuellement, là. Tu sais, dans le sens où, effectivement, on en a un peu parlé encore une fois, mais comme, tu sais, déconstruire cette idée-là que c'était des relations qui étaient égalitaires, Ouais. puis que... C'était quoi cette relation-là d'abord? Si c'était pas, Ben, tu sais, je veux c'était dire, pas égalitaire. comme... Avant qu'il y ait la colonisation, tu sais, il y avait comme différentes communautés. Certaines étaient matriarcales, d'autres patriarcales. Certaines étaient nomades, d'autres plus sédentaires. Tu sais, je veux dire, je vais pas m'embarquer dans chacune des communautés, Oui. mais tout pour dire que il y avait justement comme différentes manières de s'organiser. Puis effectivement, avec l'arrivée de la colonisation, c'était comme si on appelle ça un peu justement cette colonisation de peuplement, donc qui est arrivée avec les Européens qui se sont installés, par exemple, en Nouvelle-France, qui en fait, qui sont venus un peu comme avec une certaine supériorité parce que, par exemple, il y avait certains outils, certains moyens de communiquer, comme l'écriture, les choses comme ça, puis c'est comme s'ils étaient supérieurs, puis ils ont pu un peu, ben, tout à fait imposer, en fait, une manière de vivre, puis avec l'évangélisation, avec, tu sais, tout ça, là, tu sais, je veux dire, je peux pas faire l'histoire du Québec et du Canada en 3 minutes, là. Sans parler de catholicisme non plus. Ouais. Oui, Exact, c'est ça, ouais. mais sur ça, je t'ai dit, je parlais de l'évangélisation, pardon. Pas facile à dire. Mais non, c'est ça, puis tu sais, effectivement, ça a été d'imposer un mode de vie, puis de, comme, vraiment, je sais pas comment dire, mais c'était de tuer vraiment l'Autochtone. Ouais. C'est vraiment des propos qui étaient utilisés pour Ben, justement... il appelait ça des sauvages en plus à la Oui, base. Là. c'est ça, mais c'est tu sais, je veux grave. dire, Là. Tu sais, je veux dire, je suis pas à l'aise d'utiliser certains termes, mais comme, effectivement, tu sais, je veux dire, c'était vraiment violent. Puis, pourtant, tu sais, les connaissances étaient comme détenues par ces peuples-là qui étaient là, puis qui vivaient, encore une fois, en harmonie avec la nature, puis en tout respect de, justement, leur environnement, puis de leur père. Puis souvent, dans les récits qui étaient écrits, ben, c'était les personnes qui étaient comme... qui détenaient ce moyen-là de communication, qui se mettaient comme s'ils étaient, justement, les personnes irréprochables, qui étaient qui étaient pas brutales, qui étaient pas, justement, dans les conflits et tout. C'était vraiment comme si c'était les communautés qui étaient ces personnes-là, justement, sauvages. Donc, c'est facile un peu de, comme, étiqueter les communautés comme étant dans la bestialité, puis dans, comme, le conflit, dans la violence et tout, parce qu'eux, ils détenaient, les moyens de communication pour en parler, puis pour écrire ou l'histoire. juste les moyens technologiques tout court, là, Oui, de faire la guerre ou quoi que ce soit. Là. Exactement. Fait que, tu sais, c'est sûr que les relations étaient beaucoup plus complexes que qu'est-ce que nous, on se faisait présenter à l'école primaire, par exemple, tu sais. Puis effectivement, là, genre, je veux pas... il y a eu tous les traités aussi. Tu sais, je veux dire, il y a certaines communautés qui ont été forcées, justement, à signer, d'autres qui ont laissé leur vie pour ne pas le faire. Puis effectivement, là, je vais pas m'embarquer dans toute encore l'histoire des pensionnats, mais tu sais, je veux dire, c'est là, comme je te dis, qui ont vraiment arraché des centaines de milliers d'enfants à leur famille pour, justement, ben, tu sais, je veux dire, encore une fois, comme tuer l'Autochtone, puis les évangéliser, puis leur imposer une manière de vivre, puis si, tu sais, les déplaçaient loin de leur famille pour les empêcher de... Couper le lien familial, oui, couper le lien. Pour que ça soit couper un lien culturel, en fait. Genre. Oui, effectivement, tout à fait. Imposer cette façon de penser-là, imposer c'est grave. Ouais. Pour détruire vraiment le lien, la culture, la langue, empêcher, punir, violenter en cas de... Si tu voulais faire perdurer ta culture, si tu voulais t'exprimer dans ta langue, tu pouvais pas. Tu sais, par exemple, il y avait une forte connotation,
un lien un peu comme avec le pouvoir lié, par exemple, aux cheveux. Fait que là, ils rasaient les cheveux, ils empêchaient de porter des vêtements traditionnels. Tu sais, c'était vraiment beaucoup de violence, honnêtement. Ça va être vraiment horrible. Ouais, c'est vraiment horrible, honnêtement. Là. Tu penses que ça vient d'où, cette pensée de supériorité par rapport à ça? C'est un clash à cause qu'il y avait un clash technologique quand ils sont arrivés? Ou c'est vraiment quelque chose que, justement, en Europe, c'est un peu comme ça qu'on pense? Est-ce qu'on pense encore comme ça, justement? Ou ben, je pense que... est-ce qu'un clash pareil pourrait se reproduire de nos jours, maintenant? Ben, je pense que ça s'est passé vraiment souvent dans l'histoire, là. Je pense que c'est pas c'est pas juste ici avec les communautés autochtones. T'sais, on l'a vu avec la colonisation qui s'est passée sur plein d'autres continents. Puis comment que, justement, ces personnes qui étaient détentrices, en fait, de, comme tu l'as dit un peu, mais des technologies ou des moyens de domination, de connaissances, effectivement, des outils, des savoirs, comment ils se mettaient supérieurs. Puis là, c'était comme, ben, tu es une population que je dois dominer. Donc, je dois dominer tant le territoire que toi qui est inférieur à moi. Fait que, tu sais, je pense pas que c'est propre à une culture ou à un pays en tant que tel, mais c'est vraiment comme tu détiens les moyens, les capitaux, tu vas pouvoir, mettons, prendre avantage sur c'est peu importe c'est qui a moins d'avantage. Imposer ton pouvoir là-dessus, mais oui. Puis tu penses que... ben en plus, ça me fait penser parce que c'est Maria qui est revenue au podcast, puis elle disait que elle devait se réapproprier un peu plus son identité parce qu'elle c'était une mère mexicaine. Puis elle disait qu'au Mexique, puis je dois dire la même chose, mais mon père qui est vietnamien a beaucoup cette pensée-là de se dire que le peuple en Europe ou le peuple blanc, classique, il faut être comme eux parce qu'ils ont le savoir, parce qu'ils ont la technologie, puis c'est dommage parce que c'est vraiment une façon capitaliste de penser là-dessus, de se dire c'est grâce à ça que je vais avoir de la liberté, pensant que c'est un peu comme soit c'est les cowboys fringants qui disent que dans le fond on va vivre pour acheter du temps dans le fond. Là. Ben oui! Mais c'est un peu ça, puis je trouve ça dommage parce que la beauté de notre propre culture, elle, c'est pas quelque chose qui est valorisé, genre, au contraire. C'est triste. Hein. Puis, tu sais, c'est vraiment une perspective, c'est souvent abordé, mais comme très eurocentré. Donc, puis tu sais, eurocentré, puis justement, comme tu le dis aussi, d'ancrer dans cette volonté-là, toujours d'acquérir plus de ressources, plus de territoires. Puis c'est comme, peu importe c'est qui est là, peu importe les individus, vous avez pas de valeur, puis c'est vraiment comme, on veut être genre le top de l'ordre mondial. Là, mais c'est juste d'être le peuple dominant. Là, oui, exactement. Puis tu sais, c'est comme, tu sais, par exemple, ça me fait penser notamment à la situation, je sais pas moi, avec l'Afrique en général. Tu sais, par exemple, il va y avoir, au fil des dernières décennies, il va y avoir, par exemple, je sais pas moi, l'essor de la Chine ou du Japon, justement, ou de plein d'autres pays d'Asie qui vont avoir de plus en plus de moyens, puis qui vont, par exemple, établir supposément des partenariats avec l'Afrique. C'est juste ils refont les mêmes pas, en fait. Ils reproduisent les mêmes comportements. C'est exactement ça. C'est qu'ils maintiennent, par exemple, le continent africain dans une position de récusé, puis dans une position où, ben là, on prend pas du tout en considération les priorités économiques, les moyens de fonctionner, les manières de voir le monde de ce continent-là, puis toutes les particularités de chaque pays, parce qu'on veut juste... On perpétue, en fait, cette situation-là de colonialisme. C'est sur le beau chapeau de « Ah, je viens aider à construire un truc, oui, puis c'est moi qui viens de construire. » Oui, c'est ça, exactement. Tout le temps sous l'effigie de... Mais oui, du sauveur, exactement. Ah, c'est triste de voir que ça se répète. Y a-tu, tu penses, selon toi, comment on peut empêcher ça dans le futur? Ben... Je sais pas à quel point on peut... Ouais, c'est ça. Je sais pas à quel point on peut empêcher ça. Tu sais, c'est sûr qu'il faut... J'ai l'impression que, clairement, il faut qu'on prenne en considération le fait que, tu sais, il faut plus réappliquer ces situations-là parce que c'est pas, genre, soutenable sur le long terme, si je peux dire. Là. Mais aussi, ce que j'allais dire, c'est que j'ai l'impression que maintenant aussi, en concurrence avec ces États-là, ça va être comme les big tech puis les grandes entreprises qui vont venir comme un peu comme... compétitionner avec ça, puis venir, je sais pas, comme changer un peu le balancier, parce qu'ils vont devenir un peu comme, à mon avis,
comme des quasi-États, tu sais, Mhm. avec la montée, Déteneur justement. de Oui, pouvoir, ouais, oui, exact, oui, ouais. définitivement. Ouais, ouais. Ben, surtout le Google et compagnie, Ben, là, c'est je veux ça, dire, tu sais, ils détiennent tout, là, c'est fou, exactement, là, là, les tu sais. informations sur absolument Les tout, là. données, les ressources, Ouais. oui, effectivement. Tu sais, même les systèmes d'exploitation, tu sais, Tout à fait. Microsoft, là, je veux dire, du jour au lendemain, ils tirent la plug, le monde, il y a une Ben, bonne portion du monde qui est exactement. dans le noir, là. Oui, oui, on est totalement dépendant. C'est pour ça que je te dis, j'ai l'impression que comme le pouvoir est de plus en plus dans les mains de ces compagnies-là. Donc, tu sais, Mhm. à quel point, en tout cas, ça va venir nous Ouais. jouer des tours, j'ai l'impression. Ouais, ben je me rappelle plus c'était quoi le film, mais il y avait un film où c'était justement un vendeur de frigo OK. qui venait parler à des gens qui disaient ah, ça va révolutionner le monde, ouais, vous allez pouvoir avoir du temps pour faire d'autres choses, vous n'avez plus besoin d'aller genre de chercher de la glace dans un lac, nan, nan. Puis il disait ben on va avoir du temps pour faire quoi? Travailler pour toi, genre. Ouais, Puis c'est ça. je trouvais ça, c'était un peu ce rapport-là que je trouve Mais que oui, les technologies, on s'abandonne à ça, genre. tout à fait, vraiment. Mm. C'est quoi les privilèges qu'il faut justement pas qu'il faudrait reconnaître justement en tant que personne qui a vécu sous ce système-là en fait, Ben, tu sais, je pense qui aiderait à que... comprendre justement à moins culpabiliser mais d'être un bon allié justement. Ben, c'est sûr que... il y a beaucoup de choses, là. C'est dur à dire, mais comme, par exemple, tu sais, ça me fait penser à quand que j'ai parlé de J.C. Chakwan. Tu sais, on parle de racisme systémique. Donc, c'est sûr qu'il y a des actions en tant que citoyen, c'est plus difficile à mettre en application, mais effectivement, c'est participer à ces, je sais pas moi, ces mouvements publics-là, à se soulever un peu, à être un peu dans, justement, comme je t'ai dit, ces mouvements populaires, ces groupes de pression-là, pour dénoncer, en fait, les violences qui sont perpétuées par les institutions dominantes. Ça devrait être une responsabilité qu'on devrait prendre parce qu'on bénéficie d'un système dans le fond. C'est ce là. que je trouve, honnêtement. C'est comme un peu les impôts, là, je Ben, veux dire. tu sais, c'est ça. Juste le reconnaître, c'est déjà quelque chose en fait. Déjà, tu sais, je veux dire, comme, c'est difficile à reconnaître parce que ça nous implique dans le processus. Mais je pense que c'est nécessaire. Fait que, tu sais, c'est comme... Puis aussi, c'est comme, tu sais, d'aller vers les communautés. C'est quoi que vous avez besoin? Genre, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour vous aider? Parce que clairement, c'est comme... T'sais, on a ce privilège-là, peut-être qu'on a une tribune, ben comment qu'on peut contribuer à ça, tu sais? Peut-être qu'on a accès à certaines sphères que vous n'avez pas accès, donc comment qu'on peut s'allier? Puis tu sais, des fois, il va y avoir, par exemple, certaines crises environnementales, par exemple, ou justement, je sais pas si c'est comme, tu sais, le Coastal GasLink ou des choses comme ça, tu sais, comment qu'on peut s'allier en tant que mouvement pour s'élever contre une institution ou contre le gouvernement pour protéger notamment l'environnement. Donc, de juste s'engager un peu. Là, oui, c'est ça. Puis, tu sais, je trouve que j'ai l'impression souvent que c'est vu comme étant, comme l'implication, je veux dire, citoyenne, puis le mouvement, comme si c'était tant comme difficile, un gros travail, effectivement. Ouais. Mais, tu sais, je suis juste comme un geste modeste peut vraiment faire la différence. Tu sais, je veux dire, on peut pas universaliser un comportement comme ça, tu sais, en disant comme, ah, ben là, tu sais, ça sert à rien, mon petit geste va servir à rien. Mais là, voyons donc, comment tu veux qu'on contrebalance un peu les discours alarmistes si on est tout le temps dans un peu l'inertie, genre. Ouais. Mais surtout, j'ai l'impression que c'est un peu le voir comme un... Tu sais, on dit tout le temps, comme tu dis, c'est un travail, ça a l'air difficile. Mais faire une bonne action dans la vie de tous les jours, les gens, ils sont comme, ah, c'est vraiment génial, je me suis tellement senti bien, genre. Mais s'engager devrait être vu comme ça, en fait, genre. Parce que j'ai l'impression que la seule façon qu'on peut voir de façon positive ce genre de choses-là, c'est j'ai l'impression que c'est comme, ah, ben, on peut juste profiter de la vie en allant manger au restaurant, acheter quelque chose. Il y a d'autres moyens, là, de s'épanouir, là. Puis s'engager seul, genre. Oui, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, je veux dire, comme, c'est correct d'aller manger au restaurant, c'est correct de faire ces choses-là, mais tu sais, je veux dire, peut-être le diriger vers des ressources qui sont peut-être plus locales ou plus soutenables, ou, tu sais, sur le long terme, là. Ouais. Au niveau du projet Lilo, veux-tu en parler? Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas ça? Ben, moi, ça fait vraiment pas longtemps que je suis impliquée, en fait. Mais en fait, c'était dans le cadre d'une formation que j'ai eue à l'Université de Montréal sur la transition socio-écologique. Puis, j'ai rencontré des personnes qui étaient différents leaders, en fait, pour des initiatives citoyennes, dont un de mes collègues, justement. Puis, il m'a parlé de Lilo, qui est dans le fond, vraiment comme le développement d'une monnaie locale. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment un projet qui
qui est quand même en développement, je te dirais. Puis, tu sais, je veux dire, une monnaie locale, c'est sûr que ça fait poser beaucoup de questions, là. Ouais, Genre, c'est comme, qu'est-ce que c'est, là? est-ce que c'est de la crypto-monnaie différente? Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est vraiment comme dans une optique de repenser un peu comme la circulation de la richesse, OK. puis un peu comme aussi de solidifier, en fait, le lien entre les citoyens, par exemple, les commerçants, les entreprises, tu sais, vraiment, tout solidifier ce lien-là plus vers la localité aussi. Puis, ben, tu sais, c'est ça, une monnaie locale, c'est vraiment une monnaie complémentaire, en fait. C'est vraiment pas dans le but de remplacer la monnaie canadienne, tu sais. T'sais, on s'entend, là. Ouais, mais qu'est-ce que c'est d'abord? Oui, c'est une pièce physique? Qu'est-ce que c'est, genre? Ben, c'est sûr que là, oui, ça va être... il va y avoir un lancement dans les prochaines semaines officiel. OK. Mais là, c'est ça, c'est sûr que oui, il va y avoir une monnaie qui est physique, mais OK. également, ça va être accepté, justement, paiement numérique, là, si je peux dire. Là. OK. Ouais. Mais... C'est légal, ça? Mon Dieu, je Oui, connais pas c'est c'est quoi les ça. processus pour créer ma Mais monnaie, non, c'est ça, là, je pourrais pas t'aller en détail dans tous les processus de création d'une monnaie si c'est ça ton prochain projet. Là. Non, je pense pas que c'est ça mon Non, prochain c'est projet. Ça se limite à la monnaie Monopoly, moi. Oui, c'est ça. Mais non, c'est ça, c'est vraiment dans le but d'avoir des échanges plus de proximité. OK. Fait que de garder vraiment la richesse à un aspect plus, une échelle plus locale. Puis, comme je t'ai dit, de solidifier un peu comme un sentiment d'appartenance chez les citoyens et avec les commerçants et les producteurs. Puis vraiment, de prendre conscience aussi du coût un peu. Tu sais, souvent, on parle de... Par exemple, quand on va acheter quelque chose, tu sais, on parlait du capitalisme tantôt, mais tu sais, il y a le coût financier, il y a le coût monétaire, mais il y a le coût social, il y a le coût environnemental, tu sais, il y a le coût humain. Ouais. Tu sais, fait que tout ça qui entre aussi en compte. Qui, je trouve qu'il l'est pas toujours, là. Ben, exactement. Tu sais, on peut parler notamment d'agriculture biologique. Tu sais, souvent, c'est contesté, mais tu sais, en même temps, si les personnes qui travaillent dans les champs, ils sont mieux rémunérés, puis qu'ils sont pas en train de travailler les deux mains dans les pesticides, est-ce que ça vaut la peine d'aller acheter un panier de fruits et légumes biologiques, par exemple? Tu sais, je pense qu'il y a des questions qui se posent par rapport à ça, là. Puis non, c'est ça. Fait que c'est vraiment dans cette optique-là d'avoir un peu une économie d'entraide, si je peux dire, qui est beaucoup plus circulaire. OK. Donc... Fait que ça va être par... qu'est-ce que tu veux dire par entraide? Tu vas pouvoir donner un service? Ben, dans le fond, c'est ça. Il va y avoir un peu des partenariats aussi qui sont faits avec des organismes. Puis, il peut y avoir, par exemple, oui, effectivement, des genres de contreparties qui peuvent être donnés. Mais c'est sûr que ça va être un projet de pilote au départ, là. Okay. Donc, ça va être dans le quartier de Rosemont pour commencer. Puis, non, c'est ça. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est vraiment tout ce lien-là, plus entre, justement, comme on en a parlé un peu, mais la justice sociale, avec la transition socio-écologique, l'économie, tout ça, je pense que ça amalgame vraiment comme parfaitement, dans le sens où, tu sais, mettons, quand on veut parler... par exemple, de la crise climatique, ben, c'est sûr que ça fait écho au système économique. Parce que tu peux pas, passer à travers cette crise climatique-là sans remettre en question ton organisation économique puis ta manière de fonctionner dans ton système, tu sais, je veux dire. Parce que, justement, ça va avoir aussi des répercussions sur les inégalités sociales, veux pas. Fait que, tu sais, je veux dire, je veux pas dire tout est dans tout, là. OK. Mais... ben oui, parce que moi, je dis tout le temps que l'économie fait partie de l'environnement, c'est pas l'inverse. Là. Ben exactement. C'est pour ça qu'on parle aussi notamment de transition socio-écologique. Dans le sens que, tu sais, je veux dire, c'est une transition qui implique des crises qui sont multiples. Puis, tu sais, je veux dire, je pense pas qu'il y a une manière de régler ça, mais je pense que de changer un peu l'échelle puis de garder un peu les ressources à, justement, un niveau qui est beaucoup plus local puis qui bénéficie tant, justement, les commerçants qui sont proches de chez nous puis qui ont d'ailleurs aussi des valeurs qui sont proches des nôtres, donc qui vont donner, par exemple, des meilleures conditions de travail à leurs salariés, qui vont avoir peut-être plus de valeurs qui sont pérennes écologiquement aussi. Ceux qui adhèrent à cette monnaie-là, s'adhèrent à cette façon de penser-là, en fait. Clairement, définitivement. Puis ça va valoir une valeur économique, genre, je veux dire, je sais pas, c'est le éco-dollar, peut-être, là, je sais pas, genre l'ILO, comment ça s'appelle, cette monnaie-là? Ouais, c'est l'ILO, le nom de l'ILO, OK, exact. Puis genre, je veux dire, ça va valoir une valeur en canadien? Comment ça marche? Ouais, ça va être 1 pour 1, mais c'est vraiment... Mon Dieu, okay. Oui, c'est ça, mais c'est vraiment pour, comme je te dis, favoriser l'achat dans des commerces ou dans des organismes qui vont être justement locaux.
Donc, c'est de garder, en fait, la circulation de la richesse dans une certaine région. Parce que, justement, une monnaie locale, c'est vraiment, comme je te dis, quelque chose qui va être complémentaire et qui va être délimité à une région, par exemple, Montréal. OK. Puis comment il va y avoir cette première distribution de cette monnaie-là? Ben là, je peux pas en parler trop. Là. Il va y avoir le premier lancement. Je te dirai les informations quand ça va être comme les vêtements de lancement. C'est juste moi qui est curieux. Là. Je suis comme, mon Dieu, comment je peux y participer? Ben non, c'est ça. Mais c'est sûr qu'en plus, justement, là, en vue de ce lancement-là, nous, on a toujours besoin de soutien, d'appui. Donc, c'est possible pour des organismes ou des entreprises d'aller signer juste notre lettre d'appui qui est sur notre site. Donc, juste pour vraiment un peu nous aider dans le développement de ce projet-là. Là. OK. Puis moi, je vais pouvoir en avoir à Laval ou c'est juste les gens de Rosemont? Ben, honnêtement, tu peux venir signer aussi la lettre d'appui. C'est sûr que ça commence à petite échelle, mais comme tu vas être invité à notre événement, c'est ça. Ah oui, OK, cool. Ben, ça va me faire plaisir d'en parler. Là. Justement, tu pourras faire, prendre ce segment-là de oui, ça me fait plaisir. Une économie de transition sociale, justement, genre, tu vois ça comment? C'est tout le monde sur l'îlot? Oui, c'est ça. Non, ben, tu sais, c'est sûr que, tu sais, on en a parlé même avec Trump un peu, mais comme, je pense qu'effectivement, revenir à une échelle qui est peut-être plus petite, plus locale, avec, par exemple, je pense que c'est plus soutenable sur le long terme, parce que, tu sais, tu sais, par exemple, tu sais, si tu as besoin d'un crayon puis tu le commandes sur Amazon, puis, tu sais, je veux dire, tant qu'à y être, tu pourrais aller à ton petit marchand à côté pour acheter ton crayon, tu sais, je veux dire, ça ferait beaucoup moins de transport, beaucoup moins de ressources, j'allais dire déboursées, mais tu sais, comme... fait que, tu sais, je pense que revenir à cette échelle-là, ça fait du sens pour moi. Là. Ben, ça a du sens. Ça va coûter plus cher, mais je veux dire, au moins, tu as la conscience de dire que tu n'as pas exploité 40 000 personnes derrière le bic à un sou. Il y a ça aussi. C'est pour ça que quand je te disais, il y a des coûts sociaux, il y a des coûts humains, il y a des coûts environnementaux à une transition socio-écologique. Puis j'ai l'impression que ça va être comme inévitable. Parce que, tu sais, dans le monde dans lequel on est, comme je te dis, les ressources sont pas inépuisables. Donc, même ces grandes entreprises-là, ils vont devoir se re-questionner. Donc, c'est pas faisable sur le long terme de maintenir un train de vie comme ça, parce que justement, tu sais, les centres de données ou les choses comme ça, tu sais, les ressources, comme je te dis, sont pas inépuisables. Donc, comment qu'on va faire? Faut qu'on change notre manière, faut qu'on se re-questionne sur c'est quoi le système économique qui est durable pour nous, tu sais. Fait que tu trouves que dans le fond, la globalisation, c'est un peu bound to fail, un peu, genre? Ben, moi, je pense qu'il faut qu'on remette ça en question, effectivement. OK. Ouais. Ben, parce que, genre, justement, Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je pense quand même que c'est difficile à fabriquer un monde, justement, local à 100%. Je pense qu'il va y avoir clairement des problèmes de rareté. Faut pas être utopiste non plus, là. Tu sais, je veux dire, comme... Tu sais, quand on parle d'un projet comme ça, c'est un projet pilote, puis c'est un projet pour certains services, effectivement, certaines denrées, certains aliments. Mais je pense que c'est en faisant des petits choix de société comme ça qu'on peut quand même... Tu sais, ça va avoir un impact quand même sur l'environnement. Là. Je pense que j'aimerais ça qu'il y ait beaucoup de choses qui redeviennent locales, mais je pense pas toutes. Je pense que je recherche un peu ce que le take que je disais tantôt au début, c'était le retour vers quelque chose qui est plus balancé, dans le respect des limites planétaires. Puis comme tu disais, genre, je pense pas que... c'est un problème complexe, là, la crise climatique. Je pense que si on pense qu'une solution s'applique à tout, que ça soit une solution de gauche ou une solution de droite, je pense clairement que ça prend plusieurs types de solutions. Là. Oui, mais tu sais, mettons, excuse-moi, je t'ai coupé. Non. J'allais juste dire que, tu sais, pour moi, c'est même plus qu'une question politique. C'est pas pour moi, c'est pas une question même de gauche ou de droite, c'est une question de remettre société, puis mode de vie, d'égalité, puis de remettre en question, justement, tu sais, je veux dire, la crise économique ou la crise climatique va toucher tout le monde, tu sais, que tu sois de gauche ou de droite. Là, rendu là. Mais je trouve ça le fun parce que, dans le fond, c'est un peu un aspect de pas vouloir quantifier l'aspect social, mais ça devrait être impliqué dans l'équation quand même, genre, puis je trouve que c'est complètement non présent, genre. Juste de construire déjà qu'il va y avoir des ressources finies, l'économie le fait déjà pas, là, fait que ça, c'est grave, là. non, c'est ça, c'est super grave, puis tu sais, justement, ça s'ancre aussi avec ce qu'on dit avec les Premières Nations, tu sais. Tu sais, je veux dire, je pense qu'il y a vraiment de clés dans tout ça, là, de vraiment de considérer, en fait, ces savoirs-là qui sont existants depuis des générations qui s'ancrent dans une idée un peu de la pérennité des ressources et quelque chose qui est, encore une fois, qui est circulaire, qui est comme de redonner à la nature. Je sais que c'est difficile à appliquer, mais je veux dire, je pense que c'est des idées quand même, qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec ça, là, pas, là.
Qu'est-ce que tu consommes le plus, justement, ça, en relien avec les Premières Nations, que tu recommandes à plusieurs personnes? Que je consomme? Ouais, que tu consommes, que tu dis, ça c'est vraiment le fun, j'ai vraiment été émerveillé par Genre ça. un produit, tu veux Peu dire? importe, Ou... que ça soit de la culture, que ça soit des produits ou genre de la Ok, télé, ben il y a plusieurs peu importe, choses. tout. Ok. Ben, justement, dans le coin de Ganawagé, il y a une boutique qui s'appelle Sequoia. OK. Ils ont des produits naturels que j'aime vraiment beaucoup, honnêtement. Donc, c'est vraiment, ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Sinon aussi, ben, j'ai une bonne amie, Fabienne Théoré, elle s'appelle comme ça. Puis, c'est une illustratrice. Elle fait vraiment des beaux projets. OK, Donc, nice. je la plug ici, là. Let's go. Non, c'est ça. Puis, non, c'est ça, j'essaie de penser, mais comme moi, je suis fan de livres, de littérature, de films. Il y a Jeff Bernaby qui est décédé malheureusement maintenant, mais qui a fait de nombreux films que je conseille qui sont un peu plus vers le style suspense, horreur. Donc, ça fait vraiment changement. OK. Mais c'est vraiment des contenus qui sont différents puis qui sont dans une réappropriation aussi de certains éléments qui, par le passé, ont été peut-être... Oublié. Oui, c'est ça. OK. Ouais. OK. Puis tu sais que tu portes aussi des colliers ou des trucs de perles Ben aussi? justement, avec mon amie Fabienne, on a fait du perlage ensemble. Okay. Aujourd'hui, j'ai pas mis mes bouts d'oreilles, mais on a fait chacune une des bouts d'oreilles. Donc, c'était vraiment un projet comme, je te dirais, collaboratif. Ouais, OK. Puis, tu m'enverras la photo. Je la pourrais la mettre dans le petit... Des fois, je sais, je mets sur Instagram les photos. Ça. OK, ouais, je suis dans. Qu'est-ce qui te donne espoir malgré les défis actuels par rapport à cette réconciliation? Ben, moi, je suis, comme tu l'as vu, je suis très engagée, mais je suis vraiment une fervente de l'action citoyenne. Okay. Puis moi, je pense que malgré le fait que, justement, il y a beaucoup de défis, qu'on se freine, justement, à certains cadres institutionnels ou à certaines lois, par exemple. Ou juste de voir les étapes que tu as l'impression qu'ils n'avancent pas oui, aussi. Oui, c'est ça. Les gens ne changent pas. Non, c'est ça, exactement. Puis on est un peu comme... Tu sais, je l'ai dit un peu, mais comme... On s'arrête à ça. Non? Oui, puis des discours qui nous sont un peu martelés que, oh mon Dieu, la crise climatique, puis on est tous éco-anxieux, puis des choses comme ça. Tu sais, j'ai vraiment l'impression que pour se défaire de ces idées-là, il faut qu'il y ait des initiatives de personnes engagées comme nous, tu sais, pour changer les choses. Puis, tu sais, justement, comme déconstruire les préjugés. Puis, comme on l'a dit, tu sais, toute cette crise-là, ben comme elle est sociale, économique, écologique. Donc, tu sais... On devrait pas se sentir foutu mouton noir dans nos familles de parler de ces affaires-là. Non, c'est ça. Tu sais, je pense qu'il faut les dénoncer, les choses. Puis, je sais que c'est difficile parfois, mais je pense que c'est vraiment là, puis comme... Parce que j'ai l'impression que ça fait du sens. Oui. Ça fait du sens de défendre ça. Je veux dire, tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'il y a un parallèle à faire avec justement l'Église. Là, déjà, on a l'impression qu'il faut rentrer dans ce mouvement, mais c'est comme... Oui, mais comme on le voit, c'est quoi les choses... Tu sais, je veux dire, it's not a man in the sky. Non, c'est ça. Je veux dire, c'est... Tu sais, souvent, qu'est-ce qu'on voit, tu sais, quand on parle de transition socio-écologique, c'est qu'il y a des grosses actions à faire. Tu sais, il y a des grosses choses, tu sais, je sais pas comment dire, mais comme... Il va y avoir des grosses étapes à franchir pour aller vers une transition. Puis, tu sais, c'est poche, mais il faut les mettre en branle. Tu sais, il faut aller vers l'action parce que, tu sais, c'est comme... ça va être trop tard, sinon, tu sais, là, c'est comme... Fait que si on voit tout le temps ça comme une montagne, bien, on montera jamais au top, là, tu sais, là. Disclosure, les gens qui sont croyants, c'est correct aussi, oui, là. Oui, c'est ça, vous avez le droit, mais oui, c'est juste que mon point, c'était plus, genre, on peut voir physiquement les choses, it's undeniable, genre, c'est de voir les choses qui brûlent actuellement, littéralement, en ce moment, les forêts. On l'a vu la semaine passée, là. Ouais, ben, maintenant, ça brûle encore. Encore, tout à fait, les tarifs actuels de 50% de plus à cause que, oh my god, la forêt brûle, puis c'était à cause de vous. Ouais. Puis je trouve ça me dépasse. Ça me dépasse. On a envoyé des avions pour enlever les feux en Californie. Et ils n'ont pas, voient pas d'avion, eux. Non, pas du tout. Je sais. Ça me rend... On voit aussi justement comme la montée de mouvements de droite, puis comment il y a un repli national de... Tu
des États-Unis notamment, mais aussi de d'autres pays. Là. Non, mais Je peux hier, pas m'avancer justement, là-dessus, mais... hier, je suis allé à un événement de réseautage avec Innovation Climat, que je te disais. Puis Alex Ferguson, je pense. Est-ce que je prononce mal son nom de famille, c'est sûr. Mais elle disait que justement, l'administration de Carney, qu'on était comme ça a toujours été un homme de gauche qui défend full l'environnement. Puis c'est comme, mais les actions qui sont prises au bout de la ligne, on disait tantôt le mot réconciliation, c'est un mot qui est politisé, mais la crise climatique a été politisée de façon tellement positive pour avoir les votes de Carney, puis finalement, au bout de la ligne, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est ça. Puis tu sais, genre, que t'es pour ou contre la taxe carbone ou que ces affaires-là, ils financent les prochains oléoducs qui vont traverser la ville ici, que mon Aya Dufour, qui était journaliste qui couvrait ces projets-là, il va le faire. C'est fou. Dans quel monde on vit? Fait que je trouve ça le fun que tu dises que tu restes quand même positif. J'essaie toujours d'être positif. Faut continuer à le faire, ces initiatives. Mais toi aussi, continue, là. Oui, ben mon podcast, je trouve ça le fun. J'ai l'impression que les invités qui viennent au podcast sont genre, ils trouvent ça le fun de voir au moins un podcast, tu sais, on peut en parler, genre, de façon ouverte, bien correcte, tu sais, genre... puis je suis content de pas être un podcast qui pique les gens non plus, là, tu sais, je veux dire, je suis pas... c'est quelle émission à Radio-Canada, là? On est là pour discuter, puis d'échanger, puis c'est ça. C'est quoi, t'allais dire, les podcasts? Non, mais c'est pas un podcast, c'est une émission que justement, il y a un animateur de radio là, qui. C'est ça, il se fait. Quand il invite des gens, il fait juste les faire corner. Là, puis je suis comme. Ici, finalement, c'est vraiment le fun. Là, genre, on peut en parler. Vraiment. C'est Merci chill. beaucoup. Merci. Qu'est-ce qui, selon toi, rassemble justement le plus les sociétés vers la réconciliation? C'est l'art, c'est. Oui, c'est ça. Ben oui, je pense qu'effectivement, là, je pense que c'est, l'art, les discussions, effectivement, les échanges. Mais, tu sais, je ne veux pas me repitcher dans la crise climatique, mais je pense qu'effectivement, c'est de prendre conscience comment que tous ces enjeux-là, ils nous touchent tous et toutes en tant que citoyens, citoyennes, tu sais. Je pense que, tu sais, je veux dire, on va... Tu sais, si on veut l'égalité, si on veut... Tu sais, je veux dire, on s'entend que souvent, c'est les populations, tu sais, les plus pauvres, les plus vulnérables, en fait, tristement, qui sont touchées par la crise climatique. Mais tout le monde va l'être également, là, tu sais. Fait que, tu sais, je veux dire, moi, je pense que... il y a une nécessité de vraiment aller vers la collaboration, de redéfinir, en fait, c'est quoi être en société, être ensemble. Puis je pense qu'il y a quelque chose qui... Il y a un second souffle, moi, je pense que... On va changer la phrase. Tu sais, on dit tout le temps « Ah, c'est la vie ». Non, c'est la crise climatique. Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais c'est ça, effectivement. Ouais, parce qu'au bout de la ligne, c'est un peu ça. Tu sais, je veux dire, tu sais, oui, la vie est difficile, là, mais genre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qu'à un moment donné, c'est la crise climatique, là. Je veux dire, tu sais, les gens, ils disaient comment ça, le ciel est orange? Crise climatique? Ben, c'est ça. Non, mais pour vrai, là, tu sais. Non, c'est fou. Ouais. Qu'est-ce que tes messages t'aimerais transmettre aux personnes qui souhaitent s'engager justement dans un nouveau projet d'initiative citoyenne? Ben, tu sais, moi, je pense que l'important, c'est vraiment d'être passionné. Puis, parce qu'on veut... Tu sais, quand que tu veux t'investir dans quelque chose, il faut que tu sois vraiment intéressé par le mandat. Fait que ce soit justement pour des personnes, par exemple, en situation d'itinérance, que ce soit justement pour la crise climatique ou les Premières Nations, effectivement. Moi, je pense que chaque personne doit vraiment juste trouver c'est quoi qui les passionne. Oui, effectivement. Parce que c'est ça qui va faire en sorte que tu vas vraiment être impliqué puis que tu vas vouloir comme mettre de ton temps, parce qu'on s'entend, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est vrai. Tu sais, il faut pas, comme je te dis, pas tant que ça, mais en même temps, faut que tu fasses le premier pas. Fait que moi, je pense vraiment, c'est ça. C'est quoi ton thing, toi? C'est quoi qui te passionne? Puis moi, je le dis à toutes les personnes là, qui me disent « Ah, t'as un podcast, oh mon Dieu, ça doit tellement être plein d'efforts. » Puis je suis comme... Ben pas non, là, en ce moment, j'en ai fait un mardi, j'ai eu une belle discussion avec quelqu'un, puis jeudi aujourd'hui avec une autre belle discussion, puis that's it, là, c'est juste des discussions de fun. Mais c'est ça, vraiment. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça. Juste, suis ta voix, puis écoute-toi, Merci full d'être venu Merci au tellement podcast, pour l'invitation. Frédéric. Merci vraiment. T'as-tu aimé ça? J'ai full aimé ça. Qu'est-ce que t'as le plus aimé? Honnêtement, je savais pas du tout à quoi m'attendre. OK. Mais j'ai trouvé que c'était full naturel. J'ai beaucoup aimé discuter avec toi. Ben c'est une conversation. C'est ça que avec Alex du podcast, pourquoi on n'en parle pas. C'était ça notre force, de rendre notre invité à l'aise, de faire comme hey, c'est juste une conversation le fun, juste comme on est juste curieux de c'est quoi qu'est-ce qui te passionne toi. Puis that's it.
Donc, Merci merci encore. full. Donc, merci d'avoir... Ah, excuse, on te suit sur quelle plateforme? Est-ce qu'on peut te suivre sur les Instagram ou quoi que ce soit? Oui, Hello? ouais, c'est ça. Ben, personnellement, je suis pas très, très active de mon côté, mais effectivement, on peut me suivre sur Instagram ou Facebook. Mais oui, effectivement, je vous conseille d'aller voir la page de Lilo. Lilo Mené pour Montréal. Ouais, ça s'écrit comment, Hilo? C'est I accent circonflexe L-O-T. Super, Donc, puis ton oui. Instagram?